BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce club BFM Crypto comme tous les jours de 15h à 15h30 sur BFM Business. Je reçois aujourd'hui Sébastien Gouspillot, président de Big Block Group. Bonjour Sébastien. Bonjour. On va parler minage dans un instant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé minage dans cette émission. Vous avez des petites nouveautés à nous faire part. On va parler de stablecoin aussi, de comment ça avance, de comment ça pourrait avancer davantage. Avec Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale. Bonjour Grégory. Bonjour, bonne année. Bonne année. Stablecoin euro d'ailleurs, je précise. Maxime Euzet est également avec nous, journaliste à la Tribune. Bonjour Maxime. Bonjour, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à tous, spécialistes des cryptos. Bienvenue dans cette émission. Vous le savez, vous pouvez nous poser toutes vos questions à cette adresse crypto au singulier @bfmbusiness.fr. On y répond tous les jeudis entre 15h et 15h30. Le club BFM Crypto, c'est parti. Maxime, je commence avec vous par cette annonce exclusive de la Tribune sur Swift et Société Générale Forge. Qu'est-ce qui se passe ? Les deux sociétés ont transféré pour la première fois une obligation sur la blockchain Ethereum avec les stablecoins de Forge. Alors plus précisément, la filiale de la Société Générale a fourni ses EURCV, donc ces stablecoins adossés à l'euro, pour assurer le paiement de cette obligation tokenisée. Alors c'est donc un test, mais c'est une nouvelle étape pour Forge qui avance dans le déploiement de ces stablecoins. Que représente SG Forge aujourd'hui dans l'univers des stablecoins ? C'est encore un tout petit acteur en Europe par rapport au mastodonte qu'est Circle. Ces stablecoins sont d'ailleurs pas listés sur beaucoup de plateformes. On parle, pour donner quelques chiffres, de 63 millions de dollars d'encours pour le CV, donc le stablecoin de Forge, contre plus de 300 millions de dollars d'encours pour l'Euroc, le stablecoin euro de Circle. Et en dollars, l'écart est encore plus flagrant. L'USDCV de Forge cumule 29 millions de dollars contre, tenez-vous bien, 74 milliards de dollars pour l'USDC. Donc le stablecoin dollar de Circle est 2500 fois plus gros que celui de la Société Générale. Et pourtant, le directeur général de Forge a assuré à la Tribune vouloir devenir l'émetteur européen de stablecoin de référence. C'est ambitieux. Comment ils comptent y arriver concrètement ? Parce qu'on sait que c'est David contre Goliath. On va y revenir dans un instant. Maxime ? Alors, Forge a une stratégie bien particulière. Ils comptent proposer leur stablecoin pour connecter la finance traditionnelle et le monde crypto, et c'est exactement là ce qu'ils font avec Swift. En fait, ils veulent prendre une part du gâteau dans les paiements en stablecoin et dans la tokenisation de titres financiers qui n'en sont qu'à leur début. Maintenant, est-ce qu'ils vont y arriver ? Là, rien n'est moins sûr. Interrogé par la Tribune en septembre, KCIS, la filiale crypto du Crédit Agricole, estimait qu'une banque n'acceptera jamais de proposer à ses clients de payer avec les stablecoins d'une banque concurrente. C'est intéressant parce que là, vraiment, on en parle souvent des stablecoins ici. On sait que 98 et quelques pourcents sont... Même 99. 99, adossés à du dollar. Effectivement, Forge est un tout petit acteur, mais dès le départ, il donnait quand même sa chance à ce stablecoin euro. C'est l'un des seuls acteurs finalement à le faire. Un commentaire sur ce qui est en train de se passer déjà, Grégory ? Je trouve que c'est bien. Mais je trouve que Forge en fait devrait avancer un peu plus vite sur ces sujets-là. En fait, c'est un projet qui existe depuis maintenant bien 3 ans. On aimerait qu'il soit un peu plus intégré, un peu dans la tokenisation et tout. Alors, bien sûr, Société Générale, c'est une énorme banque. Il y a des process qui sont complexes et on ne peut pas avancer aussi vite qu'une petite start-up. En tout cas, je me félicite d'apprendre cette nouvelle aujourd'hui. Pourquoi les stablecoins euros ne financent pas les États européens, comme c'est le cas aux États-Unis ? Pourquoi on n'arrive pas à mettre en place le même système au final et faire une réponse de stablecoin à stablecoin, alors que nous, on répond aujourd'hui, en tout cas, par le projet d'euro numérique qui n'a rien à voir. En fait, c'est un constat que je trouve vraiment très intéressant aux États-Unis, mais absolument tout le monde parle des stablecoins, aussi bien dans la sphère crypto, c'est bien normal, mais aussi dans la sphère traditionnelle, surtout parce que les stablecoins dollars, en fait, ce sont parmi les plus gros acheteurs de dette souveraine, de la dette américaine. Donc ça porte le pays, ça porte le dollar. À un moment où l'État, on a de moins en moins confiance en lui, on voit ce que fait Trump et tout, peut-être qu'il va avoir un peu de mal à trouver des gens pour financer sa dette, et les stablecoins, en fait, arrivent là pour un peu combler les trous. Là, les émetteurs de stablecoins sont à peu près les 18e acheteurs de dette américaine dans le monde. Enfin, c'est au niveau des États, donc c'est vraiment très très important. Et on peut se demander, mais
pourquoi en Europe c'est... Pourquoi on ne fait pas de pareil? Exactement. On a de la dette. Hein. Exactement, on a beaucoup de dettes, oui. Et il faut la financer. Mais les stablecoins euros, en fait, la réserve qui permet d'assurer la stabilité aux stablecoins, c'est majoritairement en cash. En gros, on les laisse dormir sur un compte, et ce qui est vraiment dommage, vous ne trouvez pas? C'est quoi? C'est une question d'éducation financière, de ne pas savoir exactement comment ça marche. C'est une question finalement de psychologie des États, et on sait qu'on n'est pas du tout, qu'on n'agit pas pareil que les États-Unis. Mais c'est quoi en fait le problème? En fait, c'est toute une histoire de politique au sein des entreprises qui gèrent ces stablecoins là. En fait, on se dit, pourquoi j'irais m'embêter à investir dans des obligations souveraines alors que je peux laisser tout simplement sur le compte en banque, alors que les obligations souveraines, on peut gagner 0,1, 0,2 points de plus. C'est intéressant, mais c'est pas non plus énorme. Et pourquoi en fait on préfère laisser sur des comptes en banque? C'est parce que ça vaut pas le coup. Pour que ça vaille le coup, il faudrait en fait qu'on ait des réserves énormes de plusieurs centaines de millions de dollars. Tu le disais très bien sur Forge, en fait, on est en dessous de 100 millions d'euros actuellement. Donc ça vaut pas le coup en fait de prendre le risque d'investir dans des obligations souveraines, parce qu'il faut à chaque fois que ce soit des obligations à très courte maturité, il faut vraiment gérer ça avec une stratégie assez fine, tandis que si on est sur un compte bancaire, c'est bon, on laisse dormir. Il y a un petit rendement sur les comptes bancaires, c'est quand même c'est avec le taux sans risque de la BCE. On pourrait gagner un petit peu plus en investissant dans des obligations souveraines, mais ça serait pas gigantesque pour les montants dont on parle aujourd'hui. Donc en fait, la solution pour que les stablecoins euros investissent dans la dette des États, faut tout simplement qu'ils grossissent. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que, d'un point de vue calendaire, est-ce que ça pourrait arriver? Est-ce que ça va arriver quand même, ou ça, ce sera pas fait? Moi, je pense que ça va arriver, parce qu'il y a des questions de souveraineté en fait qui s'imposent. On l'a vu pour la première fois, Emmanuel Macron a appelé au développement des stablecoins euros. C'était en décembre dans une tribune au Financial Times. Il parlait de plein de choses. Il parlait aussi de l'euro numérique de la BCE, mais aussi des stablecoins euros. Donc c'est intéressant. Et en fait, pour que les stablecoins euros grossissent, c'est tout simple. En fait, il faut que surtout les banques qui portent ces projets-là, qui est en fait au COMEX une volonté claire de faire grossir ces sujets et qu'on mette du budget. C'est tout simplement ça. Et le budget, en fait, ça va permettre de lister ces stablecoins-là sur les plateformes d'échange, sur les DEX. En gros, ça coûte très cher en fait de rendre un stablecoin disponible et liquide. Donc en fait, il y a une mise de fonds très importante, et ça peut se prendre qu'en COMEX. On a aussi un problème en Europe qu'on a dans tous les domaines de l'économie, c'est-à-dire que par rapport aux États-Unis, on est un enchevêtrement d'États différents. Des prises de décision qui doivent être d'accord, et en fait la prise de décision n'est pas centralisée et n'est pas évidente comme aux États-Unis. C'est un peu pareil ici pour le développement et le changement sur la finance, c'est-à-dire que j'ai entendu à une conférence quand j'étais dans les locaux de Big Whale, une conférence sur les stablecoins, justement, que les banques pourraient peut-être éventuellement s'allier, les banques européennes, et lancer leurs produits ensemble. En ce moment, Voilà. Et est-ce que ça, c'est une des solutions, ou ça n'aura pas lieu parce que justement il y a la concurrence, quoi? Je pense que c'est un peu l'une des clés. Il y a le projet qui s'appelle Kivalis, je ne sais plus le nom exactement, mais BNP est rentré dedans. Il y a ING, après il y a pas mal de banques de seconde zone, mais si BNP est arrivé, je pense que ça peut être une vraie traction. Et effectivement, on se demandait au début, est-ce que des initiatives comme Société Générale Forge, certes, Société Générale est une banque énorme, oui, mais c'est des initiatives isolées. Est-ce que les banques concurrentes auront envie d'utiliser le stablecoin de Société Générale? Je ne suis pas sûr, pour l'instant. En tout cas, les faits démontrent que non. Donc, s'il y a des stablecoins de consortium bancaire, je pense que oui, ça peut être une réponse, en tout cas efficace. Sébastien, les stablecoins, ça vous parle, ou vous, c'est le minage, c'est le bitcoin et rien d'autre? Moi, les stablecoins, ça me parle dans la mesure où on en a besoin. Nous, on s'en sert pas mal notamment pour acheter nos machines en Chine, nos fermes. Nous, on utilise l'USDT essentiellement. Oui, les dollars. Ou l'USDC, parce qu'effectivement, les exchanges français sur lesquels on est inscrit peuvent plus utiliser le Tether, l'USDT, donc on utilise contraint et forcé l'USDC. Ouais. Pas les stablecoins de Forge? Pas les stablecoins de Forge. Mais vous êtes partout, sauf en Europe quasiment. Enfin, vos chantiers, vos fermes. On a une ferme en Finlande quand même. Voilà, il y a une ferme en Finlande, mais sinon, vous êtes quand même dans tout le reste du monde. Donc ça se défend quelque part peut-être d'utiliser ces stablecoins adossés au dollar, quoi. C'est surtout que pour l'instant, les stablecoins euros, on les voit pas sur les exchanges sur lesquels on est. C'est pas du tout populaire. On a pris énormément de retard, comme dans beaucoup de domaines, dans tout ce qui concerne crypto. SG Forge, je connais
le directeur depuis au moins 5 ans, ça avance pas, quoi. Ça avance pas vite. Ils ont des bâtons dans les roues en permanence. Oui, c'est ça. C'est pas une question de volonté, c'est une question de bâton dans les roues. J'entends grâce à Maxime que le Crédit Agricole a un département crypto. J'en avais aucune idée, je le savais pas. KCIS. Moi, tout ce que je sais du Crédit Agricole, c'est qu'ils m'ont mis dehors il y a 2 ans, sans aucune raison. KCIS, c'est pas n'importe quoi. Ça avance. Je sais pas ce que c'est. Ça avance chacun de son côté, mais c'est intéressant. Ils sont tellement pointus sur l'écosystème crypto qu'on les a pas comme banquiers. Je vous dis, quand ils ont un mineur comme nous qui est internationalement reconnu, et la première réflexe qu'ils ont, c'est de nous mettre dehors. Ouais. On termine sur ce sujet. Il ne faut pas s'étonner du retard. Non, mais complètement. On termine sur ce sujet des stablecoins. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je crois qu'il y a une question aussi d'usage et les banques ont pris beaucoup trop de retard sur le trading, sur les plateformes, les exchanges. Mais à chaque fois qu'on rencontre une banque, ils nous parlent des usages de demain. Et les stablecoins, plein d'études devraient être amenées à beaucoup se développer, notamment sur les paiements, notamment sur la finance, la tokenisation des actifs. Et je crois que c'est vraiment ces 2 activités-là que les banques essayent de cibler. Et donc, comme aujourd'hui, il n'y a pas encore de marché, elles préparent un peu le terrain pour ces prochaines activités. C'est un peu ce qu'elles nous disent. Je pense que il y a beaucoup d'idéologie. Les stablecoins, pour beaucoup de banques, ça reste de la crypto. Donc la crypto, c'est mal et c'est le message qu'on... La crypto en Europe et en France, c'est mal. Parce que mais on est aussi un pays et un continent qui a d'autres solutions de finances, qui s'est développé sur d'autres choses, et peut-être que nous ne sommes pas ceux qui en avons le plus besoin. Non, bien sûr, mais après, toutes les banques ont quand même besoin d'améliorer leur mécanisme, enfin leur mécanique interne, et les stablecoins sont une vraie réponse pour les paiements transfrontaliers. Ça ne va pas vraiment changer la vie de leurs clients, de leurs clients retail, mais par contre, pour tout ce qui est transfert de fonds à l'étranger, là, ça a beaucoup de valeur. Mais il faut quand même comparer avec les États-Unis. Les États-Unis, ils n'étaient pas forcément pour au début, mais il y a énormément de pragmatisme. À un moment, ils ont vu qu'il y avait énormément de business là-dedans, donc ils ont moins de pudeur en fait à se lancer et faire une vraie révolution intellectuelle. En France, on fonctionne pas pareil, mais c'est culturel. Et en Europe, on a aussi ce projet d'euro numérique qui va de plus en plus être présent dans les débats, dans la communication. On sent bien que ça y est, maintenant, il faut y aller sur l'euro numérique. A priori, on n'y coupera pas. Donc, on verra comment ça évolue dans les mois qui viennent. Sébastien Gouspillou, souvent, dans cette émission, on se demande pourquoi on ne s'intéresse pas plus au minage en France. Un pas a été franchi hier. Vous avez été quand même reçu à l'Élysée. 3 acteurs du minage, 3 acteurs crypto importants. Déjà, vous avez rencontré qui à l'Élysée? Moi, ça m'intéresse de savoir qui prend ce dossier en main. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'Élysée? Oui, il y a quelqu'un à l'Élysée. Je ne peux pas dire le nom, mais oui, on a. Il y a une cellule crypto. Non, il y a une cellule numérique et industrie, donc qui correspond exactement à l'activité minière. Non, on a rencontré quelqu'un de très compétent et de très concerné par le dossier. Donc voilà, c'est une des dernières étapes de ma démarche. Vous vous souvenez, l'année dernière, vous m'aviez demandé... Ouais. Est-ce que dans la fin du mandat Macron, on aura la possibilité de démarrer le mining en France? J'avais dit oui, et je reste convaincu que oui. C'était votre demande de rencontrer justement l'Élysée, de pouvoir discuter, mettre ce sujet sur la table de façon un peu concrète et industrielle, justement. Oui, tout à fait. C'était une demande que j'avais. C'est important parce que là, c'est dans le cadre de l'histoire Exaïon-Marat. Donc, nous, on tient à prévenir tous les acteurs politiques, aussi bien l'Élysée que le ministère de l'économie, que les gens qui sont concernés par l'énergie, sur ce qui est en train d'être fait, sur la cession du potentiel minier français à une boîte américaine avec tous les dangers que ça comporte. C'est quoi les dangers que ça comporte de votre point de vue? Les dangers que ça comporte, c'est qu'il y a un potentiel minier qui est énorme. En gros, aujourd'hui, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est ce qu'elle nous a confirmé hier à l'Élysée. Tout le monde a conscience aujourd'hui qu'on a une très forte capacité de production d'électricité qui n'est pas utilisée. Et donc qu'on travaille avec une extra capacité considérable, pratiquement tout le temps. Donc on le sait que les centrales nucléaires travaillent pas en baseload en France, mais plutôt à 60-65% de leur capacité. Donc on a cette capacité de faire du mining qui est considérable. C'est un outil pour l'électricien parce que toute cette électricité qui est disponible, elle n'est pas disponible tout le temps. Elle est disponible actuellement 80% du temps sur l'année.
Donc, une demande traditionnelle électro-intensive ne peut pas accéder à cette électricité-là. Un data center traditionnel ou un data center d'IA, par exemple, ça n'intéresse pas cette électricité qui n'est disponible que 90% du temps. Oui, parce que le minage, ça s'arrête. On peut arrêter une ferme de minage, finalement, voilà. Par rapport aux fluctuations. Oui. Exactement. Donc, ça devient vraiment un outil de flexibilité, l'outil minier. Et donc, de donner les clés de cet outil minier, qui est donc un outil de flexibilité à un acteur américain, ça nous paraît totalement déconnant. C'est pas ce qu'il faut faire. Vous avez entendu, il en est où ce dossier aujourd'hui? Parce qu'on en a parlé il y a quelques semaines, quelques mois. Vous aviez écrit un article là-dessus, Maxime, sur c'était imminent, mais quand même Bercy y mettait son nez. Là, on n'entend plus parler du dossier. Alors, à ma connaissance, le dossier est toujours à Bercy, est toujours bloqué à Bercy. Depuis, il y a eu une plainte du député Latombe auprès du parquet national financier pour des irrégularités dans la vente de Exaïon à Marat. Donc, je ne sais pas vers où ça va aller, ce que va faire le parquet national financier, mais en tout cas, pour l'instant, la vente n'est toujours pas validée par Bercy. Ouais. Hormis ça, je veux dire, vous y êtes allé, il y a cet avis sur ce dossier-là. Il y a aussi possibilité que ce sujet devienne clé en 2026, mais surtout en 2027. Le minage, ça a été amené sur la table, notamment par les partis d'extrême droite qui se sont mis dessus. Mais est-ce que ça pourrait se généraliser comme une question plus généralement énergétique et voilà, pour changer un peu notre politique énergétique? À mon sens, oui. Dans tous les cas, ça va dépendre effectivement de la conclusion du dossier Marat-Exaïon. Mais si Marat peut acheter Exaïon, on va avoir un énorme mining qui va se lancer en France. Ça, c'est sûr. Donc la réponse à la question, est-ce qu'on va avoir un mining d'ici 2027? Oui. Marat va le faire. Voilà, c'est ça. Il ne sera pas français, forcément. Sauf si la vente échoue, finalement. Pour vous, ça aurait quelles conséquences si ça se faisait? Est-ce que ça pourrait ouvrir, au contraire, des chantiers? Oui. Ou est-ce que c'est un mauvais signe? Alors les deux, moi j'ai deux casquettes. J'ai la casquette du français, citoyen français, patriote, et la casquette du mineur. Donc moi, en tant que mineur, je ne peux plus travailler en France depuis 2018. Le fait que Marat arrive nous ouvrirait de nouveau la possibilité de miner en France. Donc en tant qu'entrepreneur, moi ça me convient. Ouais. On sucerait la roue de Marat derrière, et donc il ferait le travail pour nous, d'exonération des taxes et tout ça. Donc ça peut être intéressant. En tous les cas, ça a déjà beaucoup secoué l'écosystème. Donc on parle beaucoup plus de mining qu'avant cette proposition de rachat par l'Américain. Ouais. En tant que citoyen, pour moi, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que vraiment, on donne les clés de cet outil de régulation, de la flexibilité, et toute la valeur de cette flexibilité à une boîte américaine. C'est-à-dire que Marat ne vient pas pour gagner des queues de cerises. Ils viennent pour gagner des milliards parce qu'il y a un énorme potentiel minier. Et donc, on va leur laisser prendre ces milliards plutôt qu'EDF les garde pour elles. Et donc, c'est ultra important parce que ça va déterminer le prix du kilowattheure, ça va déterminer surtout l'effacement. Et donc, on va demander à une boîte américaine de s'effacer. Et est-ce qu'ils vont le faire? Et avec quel entrain ils vont le faire? Oui, parce qu'on parle d'Exaïon, mais bien sûr, derrière Exaïon, il y a EDF. Maxime, un commentaire? Jusqu'ici, EDF comme Marat parlent tous du fait qu'ils vont absolument pas faire de minage, ils vont faire de l'IA, des data centers. Non, c'est pas vrai. Bien sûr que non. Marat a déjà répondu à 2 reprises à la presse, dont une fois à toi, il me semble, qu'il venait pour faire du mining. Il ferme pas la porte, en tout cas. Il ferme pas la porte. Ouais. Non, mais ils ont dit, OK, on fera du mining. On ne sait pas dans quelle proportion. Moi, je peux dire que les proportions, ça sera 95% de mining et 5% d'autres choses, parce qu'il n'y a pas la place. C'est très vague. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas dit non. Quoi qu'il en soit, il y a des données techniques. L'électricité qui est disponible, aujourd'hui, n'est disponible que 80% du temps. On ne peut pas faire autre chose que du mining avec ça. C'est tout. En tout cas, c'est intéressant parce que ce dossier, il est quand même vraiment explosif, alors que ça concerne une entreprise qui est toute petite. Exaïon, c'est vraiment pas grand-chose et on en a fait un symbole. Et on a vu certains politiques qui comparaient cette histoire à celle d'Alstom il y a quelques années où on avait vendu les turbines à General Electric. Bien sûr, on n'est pas de cette ampleur-là, mais je pense que politiquement, ça a été récupéré comme ça. Je pense que beaucoup de Français l'interprètent comme ça aujourd'hui. Du coup, je pense que du côté de Bercy, on fait très, très, très attention à ce sujet-là. D'autant que depuis, tout le monde, en fait, en tout cas à droite et à l'extrême droite, commence à proposer des choses autour du minage. Je pense qu'en 2027, ça sera un vrai sujet
Donc la personne qui vendrait en fait Exaion, même si ça reste qu'un symbole, en fait pourra en payer le prix, je pense, l'année prochaine. Ça pourrait malgré tout. C'est pas que la droite et l'extrême droite. Hein. Philippe Latombe n'est pas ni de droite ni de l'extrême droite. Enfin, je crois pas. Hein. On parle de partis qui ont des doctrines, pas de personnes isolées qui sont plus ou moins favorables au sujet. Ça s'étend quoi qu'il arrive, et c'est une bonne chose. Mais on a un député LFI qui est intervenu à plusieurs reprises sur la vente Exaion Marat. Donc non, ça concerne pas que la droite et l'extrême droite. En tout cas, pour ce sujet qui est particulièrement, on parle de souveraineté, hein, ça doit effectivement, c'est pour ça que moi je fais le tour de tous les politiques de tous les bords, parce que ça dépasse largement les étiquettes politiques de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. L'idée c'est que on est en train de donner un outil extrêmement important aux Américains, dans une période où les relations ne sont pas les meilleures avec les Américains. Donc c'est un argument qui peut taper. C'est à mon sens une grosse erreur tactique. Voilà, donc mon rôle à moi en tant qu'expert, c'est d'alerter les politiques pour cette erreur qu'on va payer pendant des dizaines d'années derrière. Sébastien, on va faire un peu de pédagogie parce que c'est toujours bon de le rappeler. Si on commence à miner en France, ça aura quels avantages? Ça ne peut nous apporter quoi? Ça peut arriver, ça peut faire qu'on travaille de nouveau, nos centrales nucléaires peuvent travailler en base load. Donc aujourd'hui, il y a un véritable doute. Je ne peux pas m'exprimer en disant que en travaillant comme ça avec beaucoup de modulation, les centrales nucléaires se fragilisent parce que c'est pas encore prouvé. Mais beaucoup de rapports là, d'ailleurs, qui ne sont pas encore sortis, qu'on temporise, ont tendance à indiquer ça. Donc, si on perd 10 années d'exploitation sur une centrale nucléaire parce qu'on la module trop, ça reste une hypothèse, hein. Mais si cette hypothèse est avérée, on parle de dizaines de milliards. Donc, de pouvoir retravailler en base sur les centrales nucléaires ferait évidemment apporterait cet avantage, en tous les cas, lèverait ce risque de centrales nucléaires qui dureraient moins longtemps. Donc, pouvoir les maintenir et les exploiter au mieux, en termes d'utilisation et d'énergie au bout du processus, c'est-à-dire pour l'utilisateur de l'énergie. Pour l'utilisateur, ça ferait une énergie moins chère. Voilà. Normalement, ça doit faire des incomes pour EDF qui doit faire qu'il est en capacité de baisser son prix d'électricité, ou en tout cas de ne pas l'augmenter. Je voulais vous l'entendre dire parce que je m'étonne dans une période, et ça fait des années que ça dure, où on ne parle d'économie que en termes de pouvoir d'achat, qu'on n'ait pas encore saisi en premier cet argument pour dire miner en France ou proche de chez nous, ça veut dire derrière une énergie moins chère, alors que de toute façon, sinon elle est appelée à monter en permanence. On a ce potentiel français du nucléaire qui est juste unique, hein, et on ne s'en sert pas. C'est-à-dire qu'on a ces outils qu'on a financés, nous, avec nos impôts depuis les années 60, et on ne s'en sert pas complètement. Il y a une énorme perte économique évidente, oui, bien sûr. Par contre, il faudrait que ce soit EDF qui récolte les bitcoins pour que ça se voit sur la facture d'électricité. Si c'est un acteur, un mineur externe, par exemple vous ou Marat qui se branche, ça ne va rien changer à la facture des Français. Si, il y a quand même deux sources de revenus. Il y a la source de la vente d'électricité aux mineurs, donc ça rentrera dans la poche d'EDF. Mais effectivement, l'idée, c'est de transformer des surplus qui aujourd'hui ne sont pas valorisés en actifs liquides, en bitcoin. Il vaut mieux que ces bitcoins restent chez EDF plutôt que de partir chez Marat ou chez Big Block. Et ce qui est dommage, hein, parce que moi j'en ai parlé avec beaucoup de spécialistes, notamment dans le milieu des affaires. En fait, tout le monde dit que EDF, c'est pas sa mission en fait de miner, et qu'il n'y a pas de savoir-faire. On est d'accord, mais alors c'est une énorme erreur. C'est 100% dans sa mission. TEPCO au Japon a décidé d'intégrer ça. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de faire du mining de Bitcoin, on parle de gérer l'outil de flexibilité d'EDF. L'outil de flexibilité électrique. Et donc, c'est un outil pour EDF. Donc, il est tout à fait cohérent que ce soit EDF, le mineur, même si, effectivement, il a besoin de s'appuyer sur des mineurs professionnels, donc nous et mes collègues français, parce qu'il n'y a pas de mining en France, mais des mineurs français, il y en a dans le monde entier. Ouais. Du fait même que nous, on est arrivé dans un pays où on imaginait qu'on allait avoir un énorme mining qui allait se développer, parce qu'on avait le nucléaire. Finalement, on s'est retrouvé avec une électricité trop chère. On est tous partis, certains en Amérique du Sud, d'autres au Moyen-Orient. Bref, il y a des Français partout qui minent. On a une réputation d'ultra connaisseurs dans le monde. Ne perdez pas espoir, Sébastien. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a absolument pas besoin des Américains. Oui. Souvent, on a besoin des Américains parce qu'ils ont le savoir-faire et ils ont les capitaux. Et nous, on ne sait pas lever des fonds en France. Pour du mining, je garantis que j'ai les capitaux. J'arrive à monter des fermes à Oman, au Congo, dans des pays en guerre. On trouve les capitaux. Pour miner en France, tous mes investisseurs, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on leur dise ça y est, on a le contrat. Donc les capitaux, on les aura, et le savoir-faire, on l'a évidemment. Et on rajoutera juste un point. Je voudrais citer le rapport pluriannuel de RTE qui est sorti en décembre dernier, en fait, qui dit qu'on produit trop d'électricité. Il n'y a pas assez de consommation d'électricité. Ça y est.
Et en fait, là, on a vraiment besoin de minage en fait dans ce cadre-là. C'est excellent parce que nous, ça fait 10 ans qu'on dit ça, pas loin. Et RTE, oui, j'étais très surpris de ce rapport qui est 100%. C'est officiel. Voilà, 100% officiel. Maintenant, ce qu'on dit est validé. Ouais. Maxime, pour finir. Mais alors, avec tous ces arguments, pourquoi il y a autant de résistance? Pourquoi, politiquement, comme chez EDF, pourquoi tout le monde, plein de personnes disent non, on minera pas, c'est pas possible. Pour vous, c'est quoi le problème? Moi, j'ai toujours eu du mal à comprendre ça. Hein. Je trouve ça délirant. C'est une méconnaissance? Oui, c'est une méconnaissance, c'est une détestation du Bitcoin qui, là, effectivement, nous arrive des années 2015, 2016, 2017. On le voit encore aujourd'hui, Alexandre Sachenko l'a dit, il l'a testé pendant sa campagne il y a quelques mois. C'est un sujet encore explosif qui amène de l'agressivité. On dit Bitcoin, les gens ne comprennent pas, ça les crispe. Donc c'est ça, on est là-dessus. Il y a encore beaucoup de ça, oui. Et effectivement, à l'Élysée, hier, on m'a dit le contraire. On m'a dit toutes ces vieilles idées de blanchiment d'argent, tout ça, c'est fini. On n'a plus ces freins-là. Il faudrait que Christine Lagarde arrête de le dire aussi d'un autre côté. Grégory, pour finir? En fait, derrière EDF, il y a l'État. En fait, EDF ne décide rien sans l'État. Même si l'État, aujourd'hui, je pense, a une bonne compréhension du sujet, pour la population, ça reste encore assez touchy, assez toxique pour beaucoup de monde. Il faut expliquer. Et je pense qu'il y a quand même plein de gens qui diraient qu'ils n'ont pas envie que leurs impôts servent à financer le minage de Bitcoin. Ça serait économiquement, je veux dire... pas valable, mais par contre, les idées sont comme ça. Hein. Oui, mais si économiquement, on commence à leur dire que ça va baisser la facture au final... Si on peut leur dire que oui, bien sûr. Voilà, ça peut changer vite, mais effectivement, on a eu un bourrage de crâne qui a duré depuis des années, avec la Banque de France à la manœuvre, qui disait Bitcoin n'y touchez pas, toutes les banques derrière qui effectivement ont dit la même chose. Bon, c'est difficile, hein, c'est tous les messages qu'on a eus par la presse mainstream pendant des années. Bitcoin est une horreur, quoi. Il ne faut pas y toucher. Ça va changer, je vous le dis. Ça va changer. Oui. Ça avance. Vous l'avez dit vous-même, ça avance. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Sébastien Gouspillou, président de Big Block Group. Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale. Maxime Euzet, journaliste à la Tribune. Merci à tous les trois pour ces discussions passionnantes. Je vous retrouve demain à 15h et je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.